K-pop Demon Hunter 2, théorie, analyse, suite possible, univers démoniaque, industrie des idoles. Aujourd'hui reste bien jusqu'au bout parce que cette théorie pourrait complètement transformer la façon dont on perçoit le premier film. Et si K-pop Demon Hunter n'avait montré qu'une illusion? Et si les véritables ennemis n'étaient pas les démons que nous avons vus combattre sur scène ou dans l'ombre, mais quelque chose de bien plus profond, de bien plus ancien, et surtout de beaucoup plus proche de nous? Selon l'une des théories de fans les plus populaires, le premier film n'aurait fait qu'effleurer la vraie menace derrière le monde démoniaque. K-pop Demon Hunter 2 changerait totalement d'échelle en révélant que l'industrie des idoles elle-même est intimement liée aux forces démoniaques, non pas comme une victime, mais comme un pilier du système. Dans cette vision, les démons visibles du premier film n'étaient que des exécutants, des soldats. Les véritables maîtres seraient cachés derrière des agences, des producteurs, des structures invisibles qui exploitent quelque chose de bien plus puissant que la peur, l'obsession, l'admiration et la dépendance émotionnelle. La théorie centrale est simple mais terrifiante. Les démons ne se sont pas contentés d'infiltrer le monde de la K-pop. Ils ont participé à sa construction. Les horaires inhumains, les identités fabriquées, la pression constante pour rester parfait, tout cela ferait partie d'un rituel ancien destiné à récolter de l'énergie, aussi bien chez les idoles que chez les fans. Chaque regard admiratif, chaque attachement excessif, chaque émotion réprimée alimenterait ce système. Les monstres vaincus dans le premier film n'auraient donc jamais été le cœur du problème, mais seulement une façade destinée à détourner l'attention. C'est pour cela que les fans imaginent une suite beaucoup plus sombre. Là où le premier film mélangeait action, humour et musique, K-pop Demon Hunter 2 adopterait un ton plus psychologique, plus dérangeant. Les chasseurs de démons commenceraient à douter. Et s'ils avaient, sans le savoir, renforcé le système qu'ils cherchaient à détruire. En éliminant uniquement des démons instables ou incontrôlables, ils auraient maintenu un équilibre profitable aux véritables élites des deux mondes. Le combat ne serait plus seulement physique. Il deviendrait moral. L'un des arcs les plus discutés par les fans est celui de l'idole corrompue. Pas possédée brutalement, mais lentement transformée. Un personnage important, peut-être très aimé du public, commencerait à accepter de petites aides surnaturelles. Au début, c'est pour protéger son groupe, pour améliorer une performance, pour rester au sommet. Mais chaque compromis renforce le lien avec le système démoniaque. Peu à peu, ce personnage deviendrait un pont entre humains et démons, convaincu d'agir librement alors qu'il est utilisé comme un conduit. Ce qui rendrait cet antagoniste si puissant, c'est qu'il ne se verrait jamais comme un méchant. Il penserait sincèrement faire le bon choix. Et pendant ce temps, les chasseurs de démons eux-mêmes entreraient en crise. Des documents, des preuves ou des révélations montreraient que leur mission a toujours été encadrée, limitée, contrôlée. Une question dangereuse émergerait alors. Sont-ils des héros ou simplement des agents d'entretien d'un système corrompu? Certains fans imaginent même une scission au sein du groupe, une faction convaincue que la coexistence, voire la collaboration avec certains démons, serait préférable à une guerre éternelle et inutile. Le lore démoniaque serait aussi largement approfondi. Les théories évoquent une hiérarchie de démons liés aux émotions humaines. Des démons du désir qui se nourrissent de l'ambition et de la célébrité. Des démons de l'attachement qui exploitent les relations parasociales entre idoles et fans. Des démons du silence qui se renforcent grâce à la douleur refoulée et aux souffrances jamais exprimées. Ces entités ne ressembleraient pas à des monstres, mais à des figures élégantes, charismatiques, presque humaines, rappelant des producteurs, des dirigeants ou des faiseurs de tendances culturelles. Leur pouvoir ne viendrait pas de la violence, mais de l'influence. Le thème central de K-pop Demon Hunter 2 serait alors l'illusion du choix. Les idoles pensent choisir la célébrité. Les fans pensent choisir leur dévotion. Les chasseurs pensent choisir la justice. Mais le film révélerait à quel point ces choix sont orientés, limités et manipulés par des forces invisibles. Le climax, selon les fans, ne serait pas un combat final contre un boss ultime, mais la rupture du cycle rituel lui-même, même si cela signifie l'effondrement de l'industrie telle qu'on la connaît. La victoire aurait un prix immense, la perte de la gloire, des souvenirs effacés, ou la fin de la K-pop comme champ de bataille surnaturel. La fin serait douce amère, volontairement ouverte. Les démons affaiblis mais pas éradiqués. Les idoles retrouvant leur autonomie au prix de leur popularité. Les chasseurs entrant dans un monde sans règles claires. Certains imaginent même une dernière scène montrant une nouvelle génération d'artistes, sans pacte démoniaque, mais aussi sans protection, laissant le public face à une question troublante.
La liberté est-elle vraiment plus sûre que le succès contrôlé? Au fond, ces théories décrivent K-pop Demon Hunter 2 comme une suite qui grandit avec son public. Elle ne se contenterait pas d'augmenter les enjeux. Elle les redéfinirait. Le véritable combat ne serait plus contre des démons tapis dans l'ombre, mais contre des systèmes qui prospèrent sur l'exploitation tout en affichant un sourire glamour. Si le premier film demandait et si les idoles combattaient des démons, le second poserait une question bien plus dérangeante. Et si les démons n'avaient jamais eu besoin de se cacher?